qui existe maintenant, qui m'a fait le pont d'Akashi. OK. Donc, donc, auparavant, c'était une chaîne qui est composée de maillons. Et les maillons, c'était quoi? C'était des éléments métalliques. Hein, des éléments métalliques arrondis. OK. Et on avait une chaîne. Donc, c'était une chaîne qui faisait à cette époque-là le rôle du câble maintenant. Donc, on n'avait pas la technologie de fabriquer des fils ou bien des torrents ou bien des câbles. Donc, ce n'était qu'une chaîne. C'était un système, un petit peu un système métallique qui faisait que ça créait un petit peu le pont suspendu. Donc, c'était la première réalisation. Donc, un pont suspendu est un ouvrage métallique dont le tablier est attaché par l'intermédiaire de tiges de suspension verticale. Donc, on a un câble principal, on a des suspentes, ok? Donc, voici un petit peu le système. Donc, le système, il est toujours composé de 2 pylônes. On n'a jamais eu, on ne peut pas avoir un pont suspendu donc qui est composé de 3 pylônes. Donc, généralement, c'est toujours 2 pylônes. Un pont suspendu, donc un tablier. Alors, un câble, donc un câble courbe qui est encastré, c'est-à-dire les extrémités du câble doivent être bien ancrées, donc un bon ancrage, un très bon ancrage au niveau des extrémités du pont, ou bien on a de la roche, de la très bonne roche, et on va ancrer dans la roche, ou bien on est obligé de réaliser une culée massive, donc pleine de béton, où on va faire l'ancrage. Alors pourquoi cet ancrage? L'ancrage parce que l'ancrage, c'est la réaction, c'est ici où on a la réaction de ce câble-là. Si l'ancrage faillit à sa résistance, qu'est-ce qui se passe? C'est le câble qui va descendre et c'est le pont donc c'est le pont qui va se rompre. OK? Donc, l'ancrage de ces câbles-là, il est important. Maintenant, la descente de charge ou bien la distribution des charges, elle se fait par les suspentes. Donc, ce sont ces tiges de suspension verticale qui transmettent quoi? Qui transmettent la charge permanente du tablier, la surcharge d'exploitation sur le tablier. Donc, le tablier vers les suspentes, donc vers ces câbles-là verticales, des câbles verticaux vers le câble principal. De ce câble principal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une redistribution au niveau des pylônes et au niveau des appuis extrêmes. OK? Donc, voici un petit peu la distribution des charges. Le tablier lui-même, ce n'est pas un élément porteur. Donc, c'est un élément porteur secondaire. Ce n'est pas un élément porteur principal. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces suspentes? Quel est le rôle de ces suspentes? C'est comme s'ils créent des appuis. C'est comme si je mets des appuis au-dessous de ces tiges, au-dessous de ces suspentes. Donc, c'est comme si je mets des appuis. Et ces appuis-là, ce sont des appuis rigides. Ce ne sont pas des appuis fixes. Qu'est-ce que ça veut dire un appui rigide? Un appui rigide, ça veut dire qu'il peut se déplacer légèrement. Un appui fixe, ça veut dire que le déplacement vertical, il est fixe, il est égal à 0. C'est le cas du pylône. Donc, au niveau du pylône, j'ai un appui fixe. Au niveau des suspentes, j'ai un appui rigide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le câble étire le tablier vers le haut, mais puisque la suspente, elle est élastique parce que c'est de l'acier et c'est de l'acier qui a un module d'élasticité, eh bien, il admet par élasticité, par allongement, il admet un certain tassement. OK? Donc, c'est comme si je mets des appuis, donc à les suspendre, c'est comme si je mets des appuis, mais au lieu de mettre une fondation, une pile et un appui en air, qu'est-ce que c'est? Un appui par le haut. Hein, c'est un appui par le haut. OK? Donc, le tablier, on peut avoir des tabliers très longs, très longs. OK? Par exemple, la travée, le pont d'Akashi qui a été construit au Japon.
en 1998. La travée centrale, elle fait presque 2 km. 1991 mètres. Donc, essayez d'imaginer d'un appui fixe à un autre, d'un pylône à un autre, on a 2 km. Donc, le pont en totalité, il fait 3911 mètres, ça veut dire 4 km. Donc, pour le traverser à pied, ça nous fait de la marche. OK? Donc, ça a été réalisé par un pont suspendu. Ce type de pont, c'est les ponts les plus longs de point de vue ouvrage d'art. C'est-à-dire, si on a des records à casser, des grandes longueurs à traverser, la meilleure solution, la seule solution, c'est le pont suspendu. Un pont à haubans, un pont haubané ne peut pas aller jusqu'à ces travées-là. Donc, un pont à haubans ne peut pas permettre d'avoir une travée centrale de 2 km et une longueur totale de 4 km. OK? Donc, ce sont les ponts suspendus. OK? Donc, je répète, un pont suspendu est un ouvrage métallique dont le tablier est attaché par l'intermédiaire des tiges de suspension verticale à un certain nombre de câbles flexibles ou de chaînes dont les extrémités sont reliées au culée sur les berges. Donc, sur les berges, ça veut dire les extrémités du fleuve ou bien d'une rivière ou bien d'une brèche topographique. Donc, ce sont les extrémités, hein, les berges. OK? Contrairement à tous les autres ponts, les ponts suspendus exercent une traction horizontale sur le point d'appui. OK? Pourquoi? Parce que le câble, ce câble-là, hein, les câbles, quand ils s'encastrent au niveau des extrémités, ça donne une réaction inclinée. Donc la réaction, eh bien sûr, par rapport à l'action, donc la direction de la force au niveau du câble, elle est inclinée. Donc, c'est tout à fait normal que la réaction, elle est inclinée. Donc, au niveau de l'extrémité, au niveau de l'appui. Donc, si elle est inclinée, je peux la décomposer en deux vecteurs. Un vecteur réaction horizontale et un vecteur réaction verticale. OK? Donc, contrairement à tous les autres ponts, les ponts suspendus exercent une traction horizontale sur leur point d'appui. Alors, cette réaction horizontale, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle exerce sur le tablier, c'est comme si par la force du câble-là, ce câble-là incliné, puisqu'il est soumis à la traction, il est tendu. Pourquoi il est tendu? Parce que le câble HADA, il est tendu, parce qu'il est en train d'être chargé par des charges verticales. Donc, le câble, il est toujours soumis à la traction. Le câble, s'il est soumis à la traction, il travaille. S'il est soumis à la compression, il ne travaille pas. Et je vous ai expliqué un petit peu le principe du câble. Donc, puisqu'il est soumis à la traction, donc si je décompose cette force en deux forces, ok, en deux forces, donc une force verticale et une force horizontale, bien sûr, le tablier, il est soumis à la traction. Donc, il y a une traction exercée par cet appui. Il est soumis à la compression. Donc, il est soumis à la compression. C'est le câble qui est soumis à la traction, mais puisqu'il étire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on remarque que le tablier, il est soumis à une légère compression qui vient de l'appui. Donc, contrairement à tous les autres ponts, les ponts suspendus exercent une traction horizontale sur le point d'appui et une compression donc au niveau du tablier. Les premières formes de ponts suspendus sont apparues en Chine au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, au premier siècle donc, de l'ère moderne. Alors, James Finlay est considéré comme le premier concepteur et constructeur des ponts suspendus modernes, constitués d'une suspension par deux câbles principaux, prenant appui sur les têtes de pylônes, ancrés dans les massifs à leurs extrémités, et reprenant les chargements d'un tablier rigide par des suspentes verticales qui sont décrites dans un brevet déposé en 1808. Donc, c'était une réalisation. Donc, essayez d'imaginer qu'on est au XVIIIe siècle, c'est même pas le XIXe, 1808,
et qu'il y a un ingénieur qui va utiliser l'acier. Donc, l'acier n'était pas quelque chose, un matériau qui était très répandu à cette époque-là. Donc, l'acier, on le voyait où? Eh bien, on le voyait que au niveau des chemins de fer, la rail, et la locomotive, donc tout ce qui est mécanique. Il n'y avait pas de voiture. Donc, à cette époque-là, réaliser un pont suspendu avec des chaînes métalliques, avec un tablier métallique, avec des suspentes, ces tiges-là verticales aussi métalliques, ça relevait de l'invention ou bien de l'innovation mécanique. C'était plus quelque chose, une invention technologique à cette époque-là. Hein. C'est-à-dire réaliser pour nous un pont suspendu, pour nous maintenant c'est répandu, mais à cette époque-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour cela que l'ingénieur, donc c'était un ingénieur en génie civil, donc l'ingénieur qui a réalisé cet ouvrage, il a fait un brevet d'invention, donc qu'il a déposé au niveau des maisons d'enregistrement des brevets. Donc, c'est comme s'il a inventé une voiture, c'est comme s'il a inventé une nouvelle locomotive. Donc, c'était plus un système technologique à cette époque-là. Donc, c'est pour cela qu'il a déposé un brevet d'invention. Et à partir de cela, donc n'importe quel ingénieur, quand il veut construire un ouvrage pareil, il doit acheter le brevet. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein? Donc, on devient riche quand on fait des brevets d'invention, si bien sûr notre invention devient pratique et intéressante. Alors, la typologie des ponts suspendus. Qu'est-ce que ça veut dire typologie? Ça veut dire les différents types. Hein, les différents types d'ouvrages, donc en pont suspendu. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les ponts suspendus uniques. Qu'est-ce que ça veut dire unique? Ça veut dire qu'on a une seule travée avec un câble suspendu, ok, un câble suspendu, et des câbles latéraux pour stabiliser les pylônes, ok. Donc, essayez d'imaginer qu'on n'a pas ces câbles-là qui se trouvent dans les extrémités. Donc, le tablier, quand il est chargé, il étire le câble vers le bas. Si les pylônes ne sont pas très rigides, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pylône va se renverser. Il y a un moment fléchissant dans ce sens. Donc, vers la direction du tablier. Donc, pour bien stabiliser le pylône et diminuer le moment fléchissant qui sollicite le fût du pylône, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute un câble, et ce câble-là, qu'est-ce qu'il fait? Il stabilise le pylône, la verticalité du pylône, et les sollicitations seront diminuées. OK? Donc ça, c'est le premier type, et c'était les premiers types qui ont été réalisés à cette époque. Donc si je reviens, eh ben, c'est le pont de Finlay, James Finlay, en Pennsylvanie. Donc on a un tablier central avec le câble suspendu, les suspentes, eh ben, on a une continuité de ce câble-là côté gauche et côté droit. Puisque le pylône se trouve sur la culée, donc on n'a pas des suspentes parce que on est dans la route, mais de l'autre côté, on a une travée et donc on a une suspente. OK? Donc, le pont à travée suspendu unique avec câble d'ancrage, donc ce sont les câbles d'ancrage. Ils sont ancrés dans le massif, ok? Donc, avec câble d'ancrage direct sur la rive. Donc, si on a une travée de rive, donc, on peut ajouter un tablier. Sinon, généralement, ce sont des petits tabliers. Ok? Alors, généralement, ce sont des ouvrages de petite taille, donc qui ne sont pas très longs. Donc, qui ne sont pas assez longs. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas ajouté des rives, des travées de rives. Donc, d'autres travées qui marquent le deuxième type ou là, le troisième type. OK? Alors, le deuxième type, c'est un pont à 3 travées suspendues. Donc, c'est le type le plus répandu. Pourquoi?
Parce qu'on a deux travées de rive qui nous font augmenter la longueur. Et dans ce cas-là, c'est le cas où je réalise un pont suspendu pour de grandes longueurs. OK? Donc, ce pont d'Akashi, donc, par exemple, donc c'est un pont à 3 travées, donc 2 pylônes. Le câble suspendu, le voici principal. Il continue au niveau hors des pylônes et il s'ancre des deux côtés. Des deux côtés. Alors, la travée centrale, par exemple, dans ce pont-là, elle fait 1990 mètres. Les travées de rive, elles font 960 mètres. OK? Alors, essayez d'imaginer le pylône, il fait presque 300 mètres de long. Donc, 300 mètres de long. Si comme j'ai un bâtiment, donc si je prends une hauteur d'étage de 3 mètres, si comme j'ai un bâtiment qui fait 100 étages, c'est quelque chose qui est très important. OK? Donc, le pont a 3 travées suspendues, travée centrale et de rive. Alors, forme normale du pont suspendu, qui doit être un ouvrage de grande portée, donc à travers de rives importantes aussi, et qu'il faut également suspendre. C'est-à-dire, même les travées de rive, on devrait les suspendre. Par quoi? Par les suspendre. Donc, j'ai un câble qui commence d'une extrémité, passe au-dessus du pylône. Le pylône sert d'appui à ce câble principal, au câble suspendu. Il continue sur la travée centrale. Il passe en appui, donc il s'appuie ce câble-là sur le deuxième pylône. Il continue sur la deuxième travée de rive. Ensuite, il va être ancré au niveau du deuxième massif. Donc, voici un petit peu le principe. Le tablier, c'est un élément secondaire. Donc, le tablier, c'est un élément secondaire. C'est comme j'ai un plancher de bâtiment. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des poutrelles. Les poutrelles qui supportent, par exemple, les lourdis. Donc, ils supportent lourdis. Donc, le poids de lourdi, le poids de la dalle. Eh bien, les poutrelles en béton armé vont reposer sur les poutres principales. Donc, les poutrelles, c'est quoi? Ce sont des éléments porteurs secondaires. Les éléments porteurs principaux, ce sont les poutres. OK? Donc, c'est la même chose. Le tablier qui, dans un autre type de pont, tel que les ponts en béton armé, ou bien les ponts en béton précontraint, ou bien les ponts en mixte acier-béton, le tablier qui est un élément porteur principal, ici, ils deviennent un élément porteur secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas les éléments résistants principaux. L'élément résistant principal, c'est le câble suspendu. Ensuite, on a les suspentes. Ensuite, on a le tablier. OK? Donc, il faut bien comprendre. Si j'enlève ce câble-là, le tablier, avec cette longueur de 2 km, eh ben, il ne peut pas résister même à son poids propre. Si je le laisse, même si je le renforce, on n'aura jamais un pont en béton précontraint ou métallique ou bien mixte ou bien de n'importe quel type structurel qui peut traverser 2 km. Même si je prends une grande section, même si cette section elle est très importante, même si elle est composée d'une dizaine de poutres métalliques. Donc, de point de vue calcul, c'est impossible de pouvoir traverser 2 km. OK? Alors, la troisième forme, c'est une forme combinée où j'ai toujours une travée centrale. Les travées de rive peuvent être une qui est suspendue par des suspentes et l'autre que je peux la reformuler, c'est-à-dire de point de vue conception, eh bien, elle peut être composée d'un certain nombre de tabliers en béton armé ou bien béton précontraint ou bien mixte, donc de point de vue structurel différents. OK? C'est-à-dire comme si je continue mon tablier
sous un autre type, de matériaux ou bien d'ouvrage d'art. Donc, le pont suspendu, eh bien, il commence de l'appui. Donc, il commence de l'appui gauche. Donc, j'ai un câble suspendu, donc qui passe par le premier pylône. Ensuite, j'ai le câble suspendu principal, le deuxième pylône, et le câble continue. Mais la travée de rive, la troisième travée de rive à droite, donc ce n'est pas un tablier qui est de la même conception que le premier. Il peut être d'une autre conception, il est composé d'un certain nombre de travées. Il peut être, par exemple, un pont continu en béton armé, ou bien un pont dalle, ou bien n'importe quel type, donc avec des piles intermédiaires. Donc je décompose. C'est comme si je compose. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un pont composé. Donc d'un ouvrage suspendu, if la rive, donc l'une des rives, c'est un autre pont. C'est un autre type de pont. Bien sûr, le câble, il doit être ancré. Donc, il va s'ancrer à l'extrémité du pont. Donc, ça, c'est une exigence. Sinon, ce type de pont ne peut pas être stable. OK? Donc, les formes avec l'une ou l'autre position de rive, mais à travers multiples, correspondent aux très longs ponts ou à ceux permettant des appuis intermédiaires faciles. Alors, caractéristiques de ce type de pont. Alors, il nécessite la présence de massifs. Donc ça, ce sont des caractéristiques typiques des ponts suspendus. Donc ce sont des exigences donc spéciales aux ponts suspendus. Sans pour cela qu'ils soient très bien, qu'ils se comportent d'une manière correcte. Donc caractéristiques, il nécessite la présence de massifs d'ancrage imposants et lourds. Donc, il nécessite la présence de massifs d'ancrage, c'est-à-dire aux extrémités. Si je n'ai pas un sol qui est d'une très bonne résistance, ça veut dire un massif rocheux. Et je ne peux pas avoir à tous les coups un massif rocheux sur les extrémités. Donc, je suis obligé de construire des culées massives. Donc, dans certains ponts suspendus, on a réalisé des culées jusqu'à qui font à peu près jusqu'à 1 million de mètres cubes. 1 million de mètres cubes de béton. Donc, pour pouvoir attacher correctement ce câble-là. Donc, dans les ponts américains, surtout le Golden Gate, c'était des massifs extraordinaires. Donc, avec un grand volume de béton pour pouvoir ancrer ces câbles-là et donner un moment de rappel, donc un moment stabilisateur assez important pour que le câble-là ne bouge pas, donc les extrémités de ça. Okay. Donc, il nécessite la présence de massifs d'ancrage imposants et lourds, indispensables pour retenir les forces considérables qui s'exercent, ce qui le lie fonctionnellement à la géologie du sol qui va le supporter. Cependant, il existe de ponts suspendus auto-ancrés. Donc, la composante horizontale de l'effort de traction dans les câbles de suspension est reprise par compression du tablier. La reprise de la composante verticale suppose de lier le tablier à un contrepoids permettant de l'équilibrer. Donc, il est relié à l'extrémité du tablier. La reprise de la composante verticale suppose de lier le tablier à un contrepoids. Donc, le contrepoids qui l'équilibre, donc il est fait par quoi? Il est fait par cette culée massive. Donc, l'extrémité du tablier, je mets une culée. Cette culée, elle n'est pas composée seulement d'un mur de front, de mur en aile et d'un radis, mais généralement, c'est un cube de béton. Donc, ce n'est pas du tout un mur de front, une semelle, un chevêtre, un corbeau. Non, pas du tout. Donc, c'est un cube de béton.
Donc, c'est un grand cube de béton qui fait au moins 20 mètres par 30 mètres par 20 mètres de hauteur. Donc, c'est un volume très important du béton. Alors, pour bien ancrer, donc pour stabiliser ce câble-là et l'ouvrage en lui-même. Deuxième point, ou bien deuxième caractéristique, la stabilité aérodynamique. Puisque le tablier, il est très lent, il est très élancé. Généralement, le tablier, c'est une dalle. Donc, avec une dalle avec une charpente en dessous, ou bien c'est une section en caisson, ou bien c'est une section qui est composée d'un certain nombre de poutres. Mais généralement, ce dernier type n'est pas utilisé. Donc, généralement, c'est un caisson qui est d'une section qui est fine, qui est aérodynamique. Donc, ces différents types d'ouvrages, eh ben, puisqu'il est élancé, l'effet du vent ou bien l'effet sismique, l'effet des charges horizontales peuvent porter des instabilités au niveau de l'ouvrage. Et on a vu un petit peu au niveau par exemple, d'autres ouvrages tels que le pont suspendu du Tacoma Bridge. OK? On a vu que le vent peut lui créer de grands problèmes. Donc, des problèmes d'instabilité. OK? Donc, la stabilité aérodynamique du tablier, mal étudiée, peut provoquer son effondrement, tel que le pont du Tacoma, donc le pont du détroit de Tacoma, donc qui a été inauguré en 1er juillet 1940. Donc il s'est effondré le 7 novembre 1940 sous l'effet d'un vent de seulement 60 km par heure. OK. Est-ce que je vous ai montré la vidéo de la rupture de ce pont de Tacoma? Non, monsieur. OK, je vais vous les montrer maintenant. Donc, une minute. Hum. Vous voyez The Story of the Tacoma Narrows Bridge? Oui. Donc, voici la vidéo. Donc, c'est un pont qui a été réalisé. Donc, on a commencé sa construction en 1938. Donc, on l'a finalisé en 1940 et même pas 4 mois ou 5 mois après, il s'est effondré suite à un vent de vitesse moyenne, hein. Donc, et vous allez voir. Donc, c'était l'un des premiers ouvrages construits au 20e, début du 20e siècle, où on a vu l'importance du calcul de l'effet du vent. Donc, le vent, c'est quelque chose de mineur, mais qui peut déstabiliser un ouvrage plus qu'un séisme. Et vous allez voir maintenant cet exemple-là. Ça, ce sont quelques étapes de sa construction. Ça, ce sont des massifs de béton pour réaliser la fondation des pylônes, hein. Donc, on les ramène par bateau et on les pousse. Ça, c'est le tablier. Donc, c'est un tablier en caisson en béton armé. Donc,
avec un caisson qui est d'une forme un petit peu aérodynamique. Donc, c'est son ouverture officielle en juillet 1940. Donc, en novembre, donc, il y avait du vent, donc mesuré avec une vitesse à 60 km à l'heure. Donc, 60, c'est un vent moyen. Donc, regardez la vibration torsionnelle de la section du pont. Et on a cru que le pont, il est tellement bien réalisé, solide, il ne va pas se casser. Donc, il y avait même quelques techniciens qui passaient dessus. Donc, vous voyez un petit peu un homme, une personne qui se déplace en faisant confiance à la stabilité de l'ouvrage. Donc, sa rupture totale. Donc, c'est un tablier puisqu'il est en béton armé. À un certain moment, les torsions, les contraintes de cisaillement qui viennent de la torsion étaient tellement importantes. Donc, il s'est cassé. Et vous voyez un petit peu cette rupture. Donc, essayez d'imaginer que vous soyez à côté et qu'un ouvrage se vibre et se comporte de cette manière. C'est horrible comme type de rupture. Donc, à partir de ça, la science a commencé à tenir compte de l'effet du vent. Et l'effet du vent maintenant, on ne le prend pas en compte que par le calcul. On fait même des simulations. Donc, on fait même des simulations au laboratoire. Donc, pour ce type d'ouvrage, donc c'est devenu une exigence. Donc, c'est devenu une exigence. Le calcul du vent se fait d'une manière numérique, donc modélisation en éléments finis et tenir compte de l'effet du vent par des logiciels spéciaux. Alors, les logiciels spéciaux, quand ils prennent le vent, ils ne le supposent pas comme des charges uniformément réparties. Eh bien, ils font un calcul par des logiciels spéciaux qui étudient l'écoulement du fluide, qui est l'écoulement de l'air, tenir compte des écoulements laminaires et tourbillonnaires autour de la section du tablier. Donc, ce sont des logiciels qui sont très bien élaborés, donc très développés, qui relèvent presque de la recherche scientifique. Et une autre exigence dans ce type d'ouvrage, c'est qu'on fasse des simulations laboratoires. C'est qu'on prend un modèle réduit du pont, un modèle réduit, donc qui doit être développé par un laboratoire spécialisé, et on le met en soufflerie.
Mhm. Pour les gens qui ne connaissent pas la soufflerie, c'est quoi? C'est un tunnel où il y a un ventilateur donc assez grand, donc un ventilateur qui fait 2 mètres, 3 mètres de diamètre et qui peut créer un vent à une certaine vitesse, donc à une vitesse dictée par l'ingénieur. Et on essaye de voir le comportement de ce modèle réduit du pont. Donc ça, c'est une exigence. Donc c'est parmi les ouvrages d'art où on ne s'arrête pas au calcul numérique développé par élément fini, où on est obligé de faire de l'expérimental pour démontrer que le vent à une certaine vitesse ne peut pas déstabiliser mon pont, ne peut pas casser mon pont. Donc ça, c'est très important. Les ponts, les grands ponts qui ont été réalisés en Algérie, tels que le pont à Aubon à Mila, donc qui est le viaduc, l'aqueduc sur barrage Bni Haroun, ou bien le nouveau pont à Aubon qui a été construit en Constantine, eh ben, il y avait une partie, c'est-à-dire de son projet, de son APD, qui a été fait dans des laboratoires étrangers où on a fait une étude expérimentale en soufflerie. Donc, pour voir un petit peu l'effet du vent. Donc, ça, c'est une exigence. OK? Donc, même les ingénieurs doivent faire une formation. Je connais des Algériens qui ont fait une formation à l'étranger pour pouvoir donc maîtriser ce type de problème. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est qu'il faut un certain temps pour changer les câbles. Donc, les câbles, c'est quoi? Eh bien, ce sont des éléments qui sont composés d'un certain nombre de fils. Donc, le câble, il a l'avantage et l'inconvénient d'être composé de fils. Ça veut dire quoi? Donc, essayez d'imaginer que le câble, donc je vais vous montrer, voici. Donc, ici, donc le câble principal, ici, il est composé d'un certain nombre de torrents. Le torrent, c'est quoi? C'est un paquet de fils métalliques. OK? Donc, où on l'assemble en torrents et l'ensemble de ces torrents vont faire le câble. OK? Ils vont faire le câble. Alors, cet élément-là, il a l'avantage, l'inconvénient d'être compliqué. OK? Et l'avantage, c'est que par sa complexité, il résiste mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il résiste mieux? Ça veut dire essayer d'imaginer qu'au lieu de voir un câble, donc qui est composé de torrents et le torrent par un fil, si j'ai une section circulaire homogène en acier, si j'ai une section circulaire homogène en acier, alors si dans un certain temps après un travail donné, une fatigue, eh ben, j'ai une micro-fissure dans une fibre donnée, eh ben, puisque la section elle est homogène, c'est que par le temps, la fissure va se développer facilement. Donc la fissure, c'est quoi? Eh bien, c'est une fissure, c'est une petite rupture. Donc avec une fente, et cette fente, elle a deux lèvres, et j'ai une largeur. Cette largeur va augmenter dans le temps. Et quand elle augmente dans le temps, eh bien, cette fissure s'agrandit jusqu'à avoir une rupture. Par contre, quand on a un ensemble de fils, de torrents, c'est que lorsque j'ai une fissure, cette fissure va s'arrêter au fil. Donc, il n'y a pas développement de cette fissure. Donc, voici un petit peu l'avantage. Le grand avantage, c'est que si un fil se casse, le fil à côté, eh ben, n'a pas de problème. Si un fil se casse par manque de résistance, eh ben, le fil qui est à côté peut reprendre la rupture du premier fil et il n'y a pas de développement, c'est-à-dire la propagation de la fissure ne va pas s'opérer. Donc ça, c'est l'avantage du fil. C'est un grand avantage. Alors, quand on fait le câble, ici, c'est-à-dire quand vous passez, quand vous serez au niveau d'un pont suspendu, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez que ça. Et ça, ce n'est pas le câble, ça, c'est la couverture du câble. On le met dans un tube. Ce tube-là, il est fait expressément pour protéger ces câbles-là. Donc, ça, c'est un tube. Ce n'est pas le câble, c'est un tube protecteur. Protecteur, c'est le revêtement.
si on peut dire, c'est le revêtement du câble principal ou bien du câble suspendu. OK? Donc, il faut un certain temps pour changer les câbles. Donc, ces câbles-là, après un certain temps, âge, donc, puisque le câble, il se trouve dans un environnement qui est humide, c'est de l'acier, donc il risque de se corroder, donc s'il n'est pas bien protégé. Comment on le protège? On le protège par le tube que je vous ai montré auparavant. On le protège aussi par mettre un graissage. Et ce graissage, il est fait, c'est de la graisse, il est fait qu'il va empêcher l'humidité à être en contact avec l'acier. Donc, il y a plusieurs manières de protéger l'acier contre la corrosion. Le câble aussi, donc les fils peuvent se casser par quoi? Eh bien, par l'effet des charges et surcharges, donc par l'effet de fatigue. La fatigue, j'ai dit que même si je prends un petit fil, je vous ai donné l'exemple du trombone, si je fais un chargement-déchargement avec des contraintes qui sont faibles, des contraintes qui ne peuvent pas aller jusqu'à la limite de résistance, la limite d'élasticité, supposons que la moitié, ou bien le tiers, ou bien le quart, et je crée un chargement-déchargement, il va se casser après un certain temps. Ça s'appelle la propriété ou bien la caractéristique de la fatigue. Le fil, le torrent, le câble, donc il risque de se casser. Donc ces effets-là donc, peuvent faire vieillir le câble-là, et dans ce cas-là, on est obligé de le changer. OK? Donc, les câbles suspendus, les suspentes, ça veut dire les tiges verticales. Donc, on peut les changer facilement. OK? Donc, parce que ce sont des éléments simples qu'on peut les enlever et les changer. Donc, c'est pour cela que ce type d'ouvrage nécessite une surveillance continue. Ce n'est pas une surveillance ponctuelle une fois par an ou deux fois par an. C'est une surveillance continue. Sinon, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Plus un pan il est stratégique, plus un pan il est exceptionnel, plus ça demande de la surveillance, une surveillance plus sérieuse. OK? Alors, c'est comme d'avoir une voiture. Hein. Si j'ai une R4, une Renault 4 ou bien une voiture, une Porsche, hein, ce n'est pas la même approche. Hein. Parce que j'ai mis beaucoup d'argent, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, eh ben, je vais l'entretenir, je vais la surveiller tout le temps. Donc c'est très important. Parce que pourquoi? C'est parce que tout simplement, la perte, elle est importante si j'aurais des problèmes. Hein, je peux m'acheter facilement après une R4, une deuxième R4, mais après une Porsche, c'est pas évident d'acheter une deuxième Porsche. OK? Donc, c'est dans cette philosophie. Donc, il faut un certain temps pour changer les câbles, car il faut mettre le nouveau câble, transférer les charges du tablier au nouveau câble en plaçant des nouvelles suspentes. Puis, quand le transfert est terminé, enlever l'ancien câble. Donc, je peux enlever un câble, mettre quand j'enlève ce câble-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir la flexion. Le câble à côté, il sera surchargé. Donc, je peux vérifier si cette surcharge peut l'altérer, peut le rompre ou pas. Donc, il a max touche, donc tant mieux. Et je change le câble. Sinon, je peux mettre un câble intermédiaire. OK? Bilama, entre-temps, je change mon câble. Donc, le changement d'une suspente ou bien d'une tige, donc une tige verticale, ne va pas rompre tout l'ouvrage. Donc, tellement il y a des suspentes, et de point de vue dimensionnement, je fais ma sécurité. Donc, même dans le calcul, dans le dimensionnement, je fais en sorte que si j'enlève un câble, le câble à côté peut supporter. Donc ça rentre dans les calculs, de telle manière que je n'aurai pas de problème quand je change un câble. Ce câble-là, je l'ai trouvé abîmé, je l'ai trouvé fissuré, je l'ai trouvé très corrodé par rapport au deuxième. Je dois le changer
eh ben, je l'enlève et je le change. Mais je dois m'assurer dans l'étude, dans le dimensionnement, que le pont ne va pas se rompre parce que j'ai tout simplement changé une suspente. Donc ça, c'est un point très important pour un bon dimensionnement ou bien une bonne conception de ces ponts suspendus. Pour les travaux du pont, il faut à peu près 2 mois, ce qui oblige un arrêt ou limiter la circulation pendant tout ce temps. Donc, dans le cas où on fait ces petits travaux, généralement, ça prend du temps. Mais maintenant, on est en train de développer des ouvrages qui, je peux les entretenir, je peux les réparer sans pour cela arrêter la circulation. Donc maintenant, il y a des ouvrages, il y a des systèmes, parce que arrêter la circulation, c'est tout un problème qui peut me coûter de l'argent, qui peut me coûter beaucoup d'argent. Donc c'est pour cela que maintenant, on est en train de réaliser des ouvrages de telle manière que je peux les réparer sans pour cela, c'est-à-dire arrêter sa fonction ou bien son exploitation. Alors, quatrième caractéristique, une surveillance des phénomènes de corrosion sous tension des câbles porteurs, surtout sur les ponts anciens, donc doit être assurée. Donc, il y a toujours une surveillance de la corrosion et la corrosion, c'est le point noir de tout système en acier. Les câbles suspendus sont réalisés en acier, les suspentes sont réalisées en acier. La majorité des tabliers sont réalisés en acier. Une bonne moitié des pylônes sont réalisés en acier. Donc, la corrosion est le problème numéro 1. Donc, une surveillance sérieuse, très rigoureuse, doit être faite sur ce type d'ouvrage. Sinon, je risque d'avoir des ruptures seulement par manque d'entretien, par manque de surveillance. OK? Donc la corrosion, on sait que la rouille, c'est le grand problème de tout ce qui est en fer, de tout ce qui est en acier. On le sait au niveau de nos maisons, au niveau de nos voitures, le grand cauchemar de tout système ferreux ou en acier, c'est la corrosion. Alors, ça, c'est le pont du Golden Gate. Donc le Golden Gate, il est composé d'un système à 3 travées, donc à 3 trames. Donc d'une travée centrale et de 2 travées de rive. Alors, d'une part, on a un massif d'ancrage. Donc un massif d'ancrage, il sert de culée, en même temps, il sert de poids, donc de poids d'équilibre, où ils sont ancrés, les câbles, donc à une profondeur de 20 mètres, donc 20 mètres d'ancrage. Donc les câbles sont ancrés à l'intérieur de ce massif-là jusqu'à 20 mètres. Donc le voici. OK. De l'autre côté, on a un système de type pile culée, donc avec un système architectural qui fait qu'il y a une continuité du tablier, parce que ici, on a la zone, elle est encore accidentée, donc il faut continuer le tablier. Alors, le pont en totalité, il fait 2 km, donc 1970 mètres. Donc, avec une travée centrale de 1280 mètres. OK. 2 travées de rive de 345 mètres. Donc, les travées de rive sont généralement, en majorité, toujours de même longueur. Donc, je fais en sorte que j'ai un L plus 2 L, donc comme longueur totale. OK. Donc, ça nous fait les 2 km, à peu près les 1970 mètres comme longueur totale du pont suspendu. Donc, vous voyez qu'il est l'élément principal ou bien l'élément porteur principal, c'est quoi? Eh bien, c'est le câble porteur, le câble suspendu, donc le câble qui est courbé. Donc, ce câble-là, donc il est ancré aux extrémités. Il est appuyé au niveau du pylône, ou bien de la pile, donc au niveau des pylônes.
Et entre le câble suspendu et le tablier, qu'est-ce que j'ai? J'ai les suspentes. Donc, j'ai les suspentes. On les appelle suspendes. On les appelle câbles suspendus vertical. Mais en général, le terme le plus facile, c'est suspendre. Donc, le pont du Golden Gate, il a été réalisé en 1937. Donc, à cette époque-là, c'était un monument. Donc, c'était un grand monument. C'était un ouvrage considérable. Pour les gens que je connaisse qui ont passé dessus, pour eux, c'est un ouvrage extraordinaire. Donc, quand on passe dessus, c'est quelque chose qui est très volumineux, qui est très grand. Et maintenant, aux États-Unis, il est devenu un monument historique. Donc, il est même classé, hein, non, il est même classé comme monument historique, même s'il a été réalisé en 1937. C'est que maintenant, هنا في Tlemcen, on a classé Mansoura, le minaret de Mansoura monument historique. L'ouvrage de 1937, ils l'ont classé monument historique. Est-ce que c'est kiff-kiff? C'est kiff-kiff parce que les États-Unis, c'est un pays donc, qui n'est pas en histoire, donc c'est histoire récente. Hein, les États-Unis n'existent comme pays qu'à partir du 18e, 17e siècle. Donc, c'est un pays qui est récent. Donc, en 1937, pour eux, c'est très loin. Et puisqu'il est monumental, donc l'ouvrage il est monumental, il a été classé monument historique. Et on a vu pas mal de documentaires sur cet ouvrage. Donc, voici un petit peu quelques éléments, quelques photographies qui nous donnent certains de ces détails. Donc, ça, c'est un pylône. Donc, le pylône, il est métallique. Donc, ici, on a une fondation, donc avec un massif de fondation en béton. Donc, béton on ne peut pas le mettre métallique totalement parce que le métal, avec le sol, avec le fleuve, donc il se corrode facilement. Donc, il y a une première partie en béton. Donc, la voici. Donc, voici le béton. À partir de là, il y a un pylône, donc un pylône métallique. Donc, en acier avec des chaînages. OK. Donc, ça, c'est un système métallique qui est évidé, donc qui n'est pas plein. Et à l'intérieur, on a des escaliers qui peuvent nous aider à monter jusqu'au-dessus. Donc, ce sont des espaces, ce qu'on appelle des escaliers de visite. Donc, la visite pour les techniciens d'entretien, donc ils peuvent aller jusqu'à l'extrémité. Donc, voici le câble. Donc, le câble là. Donc, voici les premières suspentes. Donc, ce sont des petits câbles. Donc, qui sont reliés au câble suspendu. Donc, lors de sa construction, donc, le câble là, on l'a réalisé par un ensemble de torrents. Donc, on a ramené torrent par torrent. Et ensuite, quand on a pris le paquet de torrents, on l'a couvert donc, avec ce tube-là. Donc, on l'a couvert avec un tube. OK. Ces petits câbles qui se trouvent au-dessus, c'est quoi? C'est le garde-corps. Hein. C'est un garde-corps qui est formé par des câbles donc, qui servent à visiter. C'est-à-dire, il peut y avoir des techniciens ou bien des ouvriers qui peuvent marcher au-dessus du câble. Donc, vous voyez un petit peu le diamètre. Le diamètre, il est aux alentours à peu près de 1 mètre. Donc, 1 mètre de diamètre. Donc, je peux marcher dessus. Ça, ce sont des garde-corps qui peuvent aider les techniciens ou bien les ouvriers à marcher dessus pour le surveiller, pour la surveillance ou bien l'entretien. OK, pour surveiller ou bien entretenir le câble. Donc, vous voyez, hein, Awada, vous voyez bien que je peux marcher dessus, bien sûr, avec des systèmes de sécurité. Hein. Bien sûr, c'est un ouvrier spécialisé, c'est un ouvrier qui est spécialisé, c'est son travail. Hein. Donc, voici le paquet de câbles pour former le câble suspendu avant qu'il soit couvert, donc avec un système tubulaire et avoir quelque chose de protégé. Ça, c'est le tablier lors de la construction du tablier. Donc, c'est un tablier en béton armé. Donc, la même chose comme on l'a vu la vidéo du Tacoma Bridge, le pont de Tacoma. OK. Donc, ça, ce sont les ingénieurs concepteurs de l'ouvrage. Hein. OK.
Donc ça, c'est la réalisation de la culée. Donc la culée, la deuxième partie, ce n'est pas la culée massive, mais la deuxième culée. Donc vous voyez un petit peu l'importance de l'échafaudage pour la réalisation de cet ouvrage qui est en béton armé. Donc c'est un ouvrage considérable. Ok, donc on peut exploiter les photos, bien les cartes postales pour bien comprendre l'ouvrage, hein. Ok. Donc ça, c'est un autre pont. Donc c'est le pont qui a été réalisé en 2012. Donc c'est un pont aussi récent qui a été réalisé en Chine. Donc c'est le pont de Xiamen. C'est aussi l'un des plus longs, des plus grands ponts suspendus au monde. Donc il traverse un grand fleuve chinois. Donc c'est la même conception. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un câble suspendu, des pylônes dans les extrémités, ok, avec des suspentes, ok. Si vous remarquez bien, c'est un ouvrage de type 3. Donc qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une travée centrale, une travée de rive, et la deuxième travée de rive, elle n'est pas suspendue par des câbles, ok. Donc il n'y a pas de suspente. Elle repose directement sur la brèche, donc sur la rive droite. Donc, on a un pylône intermédiaire qui se trouve au niveau du fleuve, mais l'autre, il se trouve au niveau de la brèche, donc au niveau du talus. Et on continue le tablier avec un système tablier continu, hein, donc avec une dalle continue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours la même chose, donc des suspentes, donc ce sont des câbles, donc qui tournent autour et qui s'accrochent au niveau du câble suspendu, du câble principal. Et ce petit câble, c'est toujours les garde-corps pour la visite des ouvriers. OK. Des questions? S'il vous plaît, Oui. est-ce que, est-ce que les câbles suspendus, est-ce qu'ils sont inclinés? Est-ce qu'ils sont? Inclinés. Ce sont des câbles. Ce sont des câbles. Donc, ils sont déformés de telle manière à avoir un câble. Est-ce que les câbles secondaires, les suspentes, est-ce qu'elles peuvent être inclinées? Oui. Ah non, non, non. Ils sont toujours verticales. Mais Hein, et monsieur, comment ils sont inclinés comment dans les ponts à haubans. Oui, ça j'ai compris, mais pour ce type de pont Oui. suspendu, parce que vous avez dit il y a un composant de la fosse verticale et horizontale. Oui. D'où vient la fosse non, horizontale? OK. OK. On va revenir, hein. Attendez. Regardez, hein. Je vais zoomer. Regardez bien ici. Le câble suspendu, le voici. Le câble suspendu, voici au niveau de la travée centrale et ici au niveau de la travée de rive. Au niveau des extrémités, il est ancré. Ici, il est ancré au niveau du tablier. OK. Ici, il est ancré au niveau d'un massif de béton. Donc, il va servir de culée, qui va servir d'appui. OK. Donc, vous voyez bien que le câble, la naissance du câble, parce que le câble en totalité, c'est tout ça. Donc, il commence par l'extrémité de la travée de rive.
il se finit à l'autre extrémité de la deuxième travée de rive. OK? C'est bon jusqu'à présent? Oui. Alors, au niveau de cette extrémité, il est incliné. OK? Le câble principal, il est incliné. Donc, au niveau de l'appui, si je mets ici un appui, donc un appui, hein, je mets un appui. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, la force qui arrive au niveau de cet appui-là, donc c'est une force de traction, OK? C'est une force de traction, parce que le câble, il est tendu, OK? Donc, la réaction, elle est dans la même direction, donc de sens contraire, mais elle est dans la même direction du câble, OK? Parce qu'à toute action, il y a réaction. De même, dans le même sens, dans la même direction, mais de sens contraire. OK? Donc, la réaction, elle est ici. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, si je la décompose, eh bien, j'ai une réaction. Donc qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une réaction horizontale et une réaction verticale. OK? Oui. C'est totalement clair ou bien un petit peu? Un peu, monsieur. Reformulez votre question. Monsieur, Et essayez quand on a fait d'expliquer autrement votre question. Hein. Oui, quand on a fait l'isolation, il y avait un diapo que j'ai vu. On a vu que à chaque, parce que vous avez dit que à chaque câble suspendu, c'est une comme un appui, c'est ça. Et vous avez fait l'isolation et j'ai vu la force verticale et la force horizontale. Non, regardez, on a ici un câble. Donc ici un câble, donc qui se trouve au-dessus du tablier. Ce que j'ai dit, c'est comme un appui, c'est que quand je mets ici un câble, un deuxième câble, le câble secondaire, donc qui est relié entre le câble principal et le tablier, quel est le rôle de ce petit câble qui s'appelle suspendre? Quel est son rôle? Hmm? Il prend le tablier, c'est comme il accroche le tablier vers le câble suspendu. OK? C'est-à-dire, qu'est-ce que fait cette suspente? Si j'enlève ces suspentes, qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève toutes les suspentes, qu'est-ce qui se passe? J'ai un câble suspendu qui reste. Et qu'est-ce qui se passe? Le tablier va s'effondrer. OK? Donc, ces suspentes-là, qu'est-ce qu'elles font? La suspente, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle attrape le tablier par le haut. C'est-à-dire, au lieu que je mets un appui au niveau des tabliers, donc je dois mettre des appuis, je dois ajouter des appuis intermédiaires, mais les appuis qu'on connaît, les appuis pour nous classiques, c'est quoi? Eh bien, c'est une pile avec un appareil d'appui. OK? Donc, qu'est-ce que vous connaissez comme appui? Les appuis quand vous avez fait un cours, avec M. Taleb sur les ponts, hein, les ouvrages d'art. Eh bien, pour vous, les appuis, c'est quoi? Ce sont les piles et les culées. Leur système, c'est quoi? C'est une fondation, quelque chose de vertical ou d'un appareil d'appui. Ce système-là, dans les ponts au banc et dans les ponts suspendus, c'est quoi? C'est de créer des appuis au niveau du tablier et ce tablier qui est très long, mais non pas à partir du bas, mais à partir du haut. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit qu'au niveau des pylônes, eh ben, le tablier repose sur ces pylônes, mais avec un appui fixe. Un appui fixe, ça veut dire quoi, appui fixe? Ça ne veut pas dire encastrement, ça veut dire que
Regardez, le tablier, il pousse, il traverse. Mais ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un chaînage. J'ai une poutre sur laquelle repose le tablier par l'intermédiaire d'un appareil d'appui. Mais entre pylône et pylône, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, j'ai mis des suspentes qui jouent le rôle de quoi? Eh bien, qui jouent le rôle des petits appuis au niveau du tablier. Sauf qu'au lieu qu'elles soient fixes, comme la fixation ici, eh ben, ce sont des appuis que je peux les faire ressembler à des ressorts. C'est comme si je mets un ressort, un ressort bien rigide qui va empêcher la flexion du tablier, mais qui joue le rôle des petits appuis sur toute la longueur du tablier. Voici le principe. Le principe de quoi? Eh bien, le principe du pont suspendu, ce pont, et du pont à haubans. Les câbles qui sont attachés au tablier jouent le rôle des petits appuis. Mais au lieu que j'appuie le tablier à partir du bas, je suis en train de l'appuyer à partir du haut. OK? Au niveau des ponts suspendus, les suspentes, les câbles, elles sont toujours verticales. Au niveau des ponts à haubans, les haubans sont, inclinés. OK? Donc, je reviens à la question. Ce câble principal suspendu, OK? Qu'est-ce qu'il me donne? Eh bien, il est attaché au niveau des deux extrémités. Donc, il est attaché au niveau de ces deux extrémités. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la force cette force au niveau de ce point d'application, au niveau de cet appui-là, cette force, elle est inclinée. Et bien, à cette action, j'ai une réaction. Donc, au niveau de l'appui, j'ai une réaction. Cette réaction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, je peux la décomposer en réaction horizontale et en réaction verticale. OK? Donc, ce massif-là, eh ben, ne lutte pas que seulement contre une charge verticale. Eh ben, il lutte aussi contre une charge horizontale. Cette charge horizontale vient de quoi? Elle vient du fait que le câble, puisqu'il est incliné, le vecteur action, je peux la décomposer en deux vecteurs par projection. Donc, par projection, j'ai une force horizontale et une force verticale. OK? Donc, ce point-là, il doit lutter même contre une réaction horizontale. Pour les suspentes, non. Donc, les suspentes, qu'est-ce qu'elles induisent? Elles induisent une réaction seulement verticale. OK? Oui, C'est bon ou bien moins bon comme réponse? Non, maintenant c'est bon. Sur Oui, monsieur, j'ai une question encore. Le diapo 60, je crois. Le caractéristique, le premier caractéristique. le diapo. Quel diapo? 60. Les caractéristiques. Oui. Alors, la question? Est-ce que je peux voir le diapo pour demander? On ne le voyait pas ici? 60, oui, maintenant je le vois. Mhm. Oui, monsieur, d'où vient le contrepoids? Le contrepoids. Oui, le premier caractéristique. Alors, le contrepoids, il vient du poids de ce massif. Hein. Regardez. Donc, le massif, donc, il fait le contrepoids. Le contrepoids, ça veut dire une réaction. Hein. Je vais augmenter. Ce massif d'ancrage, il fait le contrepoids. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le contrepoids? Hein? Il y a un poids et un contrepoids. Hein? Le poids et le contrepoids, c'est pour faire l'équilibre.
OK? Si vous prenez une petite barre hein, ou bien une petite règle et vous mettez un poids d'un côté, eh bien, il va se déstabiliser. Si je mets un contrepoids dans l'autre côté, avec un fil, hein, avec un fil intermédiaire à mi-longueur, OK? Le contrepoids, il équilibre. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire poids et contrepoids? Le contrepoids, c'est un autre poids pour équilibrer. Alors, le poids, ça veut dire quoi ici? Eh bien, c'est une charge. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une force, une force. Cette force, elle est composée d'une charge verticale et une charge horizontale. Le contrepoids, c'est ça. C'est un massif de béton. Donc, c'est un massif qui est assez lourd pour faire le contrepoids. OK? C'est dans ce sens le terme du contrepoids. D'accord, je comprends. OK? Oui. Une autre question? Une troisième question, mademoiselle? Vous avez le droit d'une troisième question. Non, non, monsieur, j'ai fini des questions. Okay. D'autres questions? Rien? Donc, on va s'arrêter ici. Donc, on a donc, terminé avec les ponts suspendus. La prochaine fois, on va voir les ponts à haubans. Donc, c'est à peu près le même concept, sauf qu'au lieu d'avoir un câble suspendu, donc un câble courbé, donc avec une courbe, ce sont des câbles qui sont plus ou moins rectilignes, mais inclinés. Donc, c'est un système qui est très utilisé pour les grands ponts, les longs ponts, mais pas assez longs comme ceux des ponts suspendus. Donc, les ponts suspendus, je vous ai dit que c'est le type d'ouvrage qui est utilisé pour les ponts les plus longs, donc les plus longs qui existent de par le monde. Et généralement, ça nécessite une grande technologie, une grande maîtrise technologique pour les construire. Donc, rares les pays qui peuvent faire ou bien réaliser ce type d'ouvrage. OK. Donc, la prochaine fois, on va voir les points au banc en détail. OK. Donc, si vous avez d'autres questions, donc vous pouvez, on peut les voir ou bien la prochaine fois. Donc, on s'arrête ici. Je vous remercie. Merci, merci, monsieur. Au revoir.